Reinhard Heydrich est né le 7 mars 1904 et est rappelé comme l'un des officiers les plus redoutés et efficaces des SS dans l'Allemagne nazie. Sa relation avec Adolf Hitler était complexe, marquée par l'ambition, la loyauté et, surtout, la terreur. Depuis son ascension au sein du régime nazi, Heydrich s'est distingué par sa capacité à mettre en œuvre des politiques brutales et par sa proximité avec les plus hauts cercles du pouvoir, ce qui l'a finalement rendu un candidat potentiel pour succéder à Hitler. Il a rejoint les SS en 1931 sous la direction de Heinrich Himmler, qui a rapidement reconnu son talent pour l'organisation et la répression. 3 ans plus tard, Heydrich a été nommé chef de la Gestapo, où il a supervisé l'élimination des opposants politiques et la consolidation du pouvoir des SS. Son rôle dans la création du service de renseignement des SS l'a positionné comme un acteur clé dans la structure de sécurité du Troisième Reich. À mesure que la Seconde Guerre mondiale avançait, Heydrich est devenu directeur de l'Office principal de sécurité du Reich, où il a joué un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la solution finale au problème juif, un plan qui a abouti au génocide de millions de personnes. La relation entre Hitler et Heydrich était une relation d'admiration mutuelle et de dépendance. Hitler avait besoin d'hommes comme Heydrich pour réaliser sa vision du Troisième Reich, et Heydrich, à son tour, a bénéficié de sa proximité avec le chef. Heydrich, l'homme froid et calculateur, avait une relation presque symbiotique avec Hitler. On disait que Hitler voyait en lui une extension de lui-même, quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance aveugle pour accomplir les tâches les plus horribles sans une once de doute ou de remords. Il était également considéré par beaucoup comme un possible successeur de Hitler en raison de son habileté à gérer l'intricate bureaucratie du régime et de sa disposition à mettre en œuvre les politiques les plus extrêmes. Hitler, qui valorisait la loyauté et la compétence, était attiré par l'image de Heydrich comme un leader fort et déterminé. On disait souvent que Heydrich possédait un esprit brillant et une capacité exceptionnelle pour l'organisation et la planification, ce qui le faisait ressortir parmi ses contemporains. Beaucoup craignaient que s'il avait vécu plus longtemps, Heydrich aurait pu en venir à défier l'autorité même de Hitler. En particulier, Hermann Göring et Heinrich Himmler se méfiaient de Reinhard Heydrich pour des raisons qui s'entremêlaient avec la dynamique de pouvoir et leurs ambitions personnelles. C'est cette ambition qui a suscité des méfiances chez les 2 autres dirigeants du régime qui voyaient en Heydrich un possible rival. Göring, en tant que ministre de l'Aviation et créateur de la Gestapo, exerçait un contrôle significatif sur la police secrète. Bien qu'il ait initialement soutenu Heydrich, son pouvoir croissant et sa proximité avec Himmler ont commencé à l'inquiéter. Göring craignait que Heydrich ne puisse utiliser son influence pour miner son autorité, surtout dans un contexte où le leadership nazi était marqué par des luttes internes. De son côté, Himmler, bien que collaborateur proche de Heydrich, a également ressenti des tensions. Il avait besoin de Heydrich pour exécuter ses plans d'expansion des SS, mais en même temps, la capacité de Heydrich à agir de manière autonome et son ambition personnelle généraient de la méfiance. Himmler était conscient que Heydrich pouvait être vu comme une menace à sa propre position en tant que chef des SS, ce qui l'a conduit à maintenir une relation de respect, mais aussi de prudence envers lui. En septembre 1941, Hitler a nommé Heydrich protecteur du Reich en fonction pour la Bohême et la Moravie, un poste qui lui a conféré de vastes pouvoirs pour réprimer la résistance sur le territoire tchèque. Naturellement, son administration s'est basée sur la peur et la violence, consolidant sa réputation de boucher de Prague. À la mi-1942, Heydrich a été victime d'un attentat à Prague, où il a été grièvement blessé. Bien que Hitler ait maudit la malchance de Heydrich et son habitude de voyager dans un véhicule décapotable, sa mort quelques jours plus tard a laissé un vide dans la structure de pouvoir du Troisième Reich. Le Führer lui-même, lors des funérailles de son collaborateur, l'a décrit comme un des meilleurs nationaux-socialistes, un des plus farouches défenseurs du concept du Reich allemand et un des plus grands ennemis de tous les ennemis de ce Reich. Ce même jour, Hitler lui a décerné l'ordre allemand, la plus haute distinction du régime. La machine de répression. Comment Heydrich a unifié la Gestapo et la Kriminalpolizei. Reinhard Heydrich est devenu l'architecte de la terreur nazie
Après l'unification de la Gestapo et de la Kriminalpolizei, la consolidation de ces forces de police en une seule organisation sous son commandement a été un mouvement stratégique crucial qui a considérablement renforcé la capacité du régime à réprimer toute opposition interne. Tout a commencé en janvier de 1933, lorsque Adolf Hitler est arrivé au pouvoir et que les nazis ont commencé à établir un État policier. En avril de cette année-là, Heinrich Himmler a été nommé chef de la police politique de Bavière, et Heydrich, avec son ambition démesurée, a été placé à la tête de la Gestapo prussienne pour 1934. La Gestapo s'est d'abord concentrée sur la suppression de la dissidence politique en poursuivant les communistes, les socialistes et d'autres ennemis perçus de l'État. Le 17 juin 1936, un jour qui restera gravé dans l'histoire avec cynisme, Himmler a été nommé chef de la police allemande. Sous sa direction, les forces de police ont été réorganisées en deux branches, l'Ordnungspolizei et la Sicherheitspolizei. Cette dernière, la perle de la couronne, intégrait la Gestapo et la Kriminalpolizei. Heydrich a été nommé chef de la nouvelle Sicherheitspolizei. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre de 1939, le pouvoir de Heydrich n'a fait que s'étendre. Il a été nommé chef de l'office principal de la sécurité du Reich, la Reichssicherheitshauptamt, qui englobait la Sicherheitspolizei, le Sicherheitsdienst et d'autres agences de sécurité. Ce rôle a placé Heydrich au cœur des opérations de sécurité nazies, lui permettant de coordonner les efforts tant contre les ennemis internes qu'externes. Heydrich voyait la Reichssicherheitshauptamt comme une administration combative, capable de s'adapter rapidement aux circonstances changeantes et d'exécuter essais politiques avec une brutalité redoutable. La centralisation du pouvoir sous la Reichssicherheitshauptamt a permis une structure de commandement unifiée qui facilitait la coordination de la collecte de renseignements, de la surveillance et des opérations de répression dans toute l'Europe occupée par les nazis. Heydrich supervisait personnellement un vaste réseau d'informateurs et d'agents, utilisant le SD pour la collecte de renseignements, tandis que la Gestapo s'occupait de l'application des lois. La Kriminalpolizei, sous son commandement, participait de plus en plus à la répression politique. L'organisation dépendait largement de la surveillance et du renseignement. Le SD maintenait d'importants dossiers sur les individus, surveillant l'opinion publique et la dissidence. Ce réseau de renseignement permettait aux nazis d'attaquer préventivement les menaces potentielles. Les perquisitions domiciliaires, les interrogatoires et les arrestations devenaient monnaie courante, souvent basées sur de simples soupçons ou dénonciations. La terreur était l'outil principal pour maintenir le contrôle. La Gestapo et la Sicherheitspolizei opéraient avec presque une totale impunité, arrêtant des personnes sans procès sous le prétexte de garde protectrice. Cette pratique leur permettait d'arrêter toute personne considérée comme une menace, y compris les dissidents politiques, les juifs et d'autres groupes marginalisés. Les méthodes d'interrogatoire de la Gestapo étaient brutales et incluaient la torture. Les détenus faisaient souvent face à des abus physiques pour extorquer des aveux ou des informations. L'utilisation de la terreur psychologique était également répandue, les gens craignant non seulement pour leur propre sécurité, mais aussi pour celle de leur famille. Pour atteindre ces objectifs, Heydrich s'est entouré d'un groupe restreint d'hommes de confiance pour exécuter les politiques de terreur et de répression. Ces individus ont été essentiels à l'unification de la Gestapo et de la police criminelle, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'Holocauste. L'un d'eux était Werner Best, qui a servi comme adjoint de Heydrich et plus tard comme chef du département de la police politique de la Reichssicherheitshauptamt. Dick lui a permis de donner un air de légitimité aux actions extrajudiciaires de la Gestapo, toujours avec un sourire sardonique. Mais Best n'a pas seulement formulé des politiques sur le traitement des Juifs et des dissidents politiques, il a également administré des territoires occupés. Un autre exemple est celui de Walter Schollenberger, le cerveau derrière l'organisation et l'administration de la Gestapo, à la tête du département 2e de la Reichssicherheitshauptamt. Sa compétence en administration policière a aidé à développer des méthodes opérationnelles efficaces, notamment en matière de renseignement et de surveillance. Schollenberger était aussi loyal à Heydrich qu'un chien à son maître. Franz Six, d'autre part, a codirigé les Einsatzgruppen, ces charmantes unités mobiles d'extermination responsables des fusillades de masse dans les territoires occupés.
Sis était l'idéologue parfait, toujours prête à exécuter les ordres de Heydrich sans questionnement, exterminant les Juifs et tout autre groupe indésirable avec une efficacité presque admirable. Lina Heydrich, le visage caché de la famille aryenne nazie. Née sous le nom de Lina Mathilde von Osten le 14 juin 1911, cette femme devint l'épouse de Reinhard Heydrich en décembre 1931. Cette union marqua le début d'une famille qui incarnerait les idéaux de la famille aryenne, promue avec dévotion par le régime nazi. Lina, fille d'un petit aristocrate allemand, rejoignit le parti nazi en 1929, influencée par son frère Hans, membre actif de la Sturmabteilung. La famille Heydrich commença sa vie ensemble à Hambourg, où Lina encouragea Reinhard, après qu'il ait été renvoyé de la marine en raison d'un scandale, à poursuivre une carrière dans les SS. Cette décision se révéla cruciale car Reinhard gravit rapidement les échelons et devint le chef du service de renseignement des SS, le Sicherheitsdienst. Alors que la carrière de Reinhard prospérait, Lina assumait le rôle de femme au foyer traditionnel, gérant la maison et prenant soin de ses enfants. Les exigences du travail de Reinhard le tenaient souvent loin de chez lui, ce qui provoquait des tensions dans leur mariage. Malgré les difficultés, ils eurent en tout 4 enfants, chacun jouant un rôle dans la narration familiale pendant et après la guerre. Leur premier enfant, Klaus, naquit en 1933, suivi de Heider 1 an plus tard. Malgré une éducation stricte et des attentes élevées, Klaus eut à peine l'occasion de vivre une enfance normale. La mort tragique du fils aîné dans un accident de la route à seulement 10 ans affecta profondément Lina, qui réagit avec une douleur et une colère intense, exigeant justice contre le conducteur impliqué. Heider, pour sa part, devint le réceptacle de toutes les attentes déçues. Il grandit dans un environnement de paranoïa où chaque mouvement était surveillé et chaque erreur punie. Silke, née en 1939, fut la première fille du couple et devint une source de fierté pour Reinhard, qui était connu pour la gâter. Marthe, le plus jeune, naquit quelques semaines avant la mort de Reinhard, en 1942. Les enfants furent élevés dans un environnement imprégné de l'idéologie nazie et Lina leur inculqua les valeurs de supériorité aryenne et de loyauté envers le régime. Cependant, la noble vie qu'ils présentaient au monde extérieur n'était qu'une façade. Derrière les portes se cachait un enfer privé. On disait souvent que Lina, avec sa rigidité et son zèle, était encore plus fanatique que son mari, inculquant à ses enfants non seulement les valeurs nazies, mais aussi un mépris absolu pour toute forme de faiblesse ou de dissidence. Le rôle de Lina en tant que mère était étroitement lié aux ambitions politiques de son mari. Elle s'occupait de la maison dans leur domaine de Jungfern-Brechan, où la famille vécut jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les rapports indiquent qu'elle maintenait un foyer strict, en plus de superviser les travaux forcés, une pratique qui s'alignait avec l'exploitation des peuples conquis par le régime nazi. Les témoins rapportent qu'elle abusait physiquement de ses travailleurs. Le mode de vie de la famille se caractérisait par les privilèges que leur conférait la position de Reinhard. Ils jouissaient d'une vie domestique confortable, incluant des activités de loisirs comme l'équitation et le croquet, reflétant les idéaux bourgeois de l'époque. Les efforts de Lina pour défendre l'image d'une famille aryenne idéale étaient évidents dans ses apparitions publiques et dans la manière dont elle présentait ses enfants. Elle soulignait souvent leur lignée aryenne et l'importance de leur rôle dans l'État nazi. Mais Lina dut faire face aux défis du veuvage dans un paysage politique en rapide évolution. Elle resta en Tchécoslovaquie pendant un certain temps, gérant le domaine et ses enfants sous l'œil attentif de Heinrich Himmler, qui joua un rôle protecteur envers elle. Après la guerre, lorsque la famille Heydrich fuit l'avancée des forces soviétiques, ils retournèrent finalement à Fehmarn, où Lina tenta de reconstruire leur vie. Dans les années qui suivirent, Lina chercha à défendre l'héritage de son mari et publia en 1976 une mémoire intitulée « Vivre avec un criminel de guerre ». Dans cette œuvre, elle dépeint Reinhard comme un homme de famille dévoué, une victime des circonstances plutôt qu'un auteur des horreurs, le distançant des atrocités commises pendant l'Holocauste. Sa narration visait à défendre les idéaux de la famille aryenne, malgré les preuves accablantes du rôle de son mari dans les crimes du régime nazi. Einsatzgruppen,
L'histoire des groupes mobiles de la mort nazie. Le boucher de Prague joua un rôle crucial dans la création et la direction des Einsatzgruppen pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce groupe mobile d'assassinat, composé principalement de personnel des SS et de la police, furent responsables de l'élimination systématique des civils considérés comme ennemis de l'Allemagne nazie dans les territoires occupés de l'Union soviétique. Les Einsatzgruppen trouvèrent leur origine dans l'Einsatzkommando ad hoc, créé par Heydrich pour sécuriser les bâtiments et les documents gouvernementaux après l'Anschluss en Autriche, en mars 1938. Initialement intégrées à la Sicherheitspolizei, 2 unités des Einsatzgruppen furent stationnées dans les Sudètes en octobre de cette même année. Lorsque l'action militaire s'avéra inutile en raison des accords de Munich, les Einsatzgruppen furent chargées de confisquer les documents gouvernementaux et policiers, de sécuriser les bâtiments gouvernementaux, d'interroger les hauts fonctionnaires et d'arrêter jusqu'à 10 000 communistes tchèques et citoyens allemands. Dès septembre 1939, l'Office principal de la sécurité du Reich exerçait le commandement général des Einsatzgruppen. Dans le cadre de la campagne visant à éliminer les éléments dits indésirables de la population allemande, de septembre à décembre de cette année-là, les Einsatzgruppen participèrent à l'action T4, le programme d'euthanasie nazie. En réponse au plan d'Adolf Hitler d'envahir la Pologne le 1er septembre, Heydrich organisa 4 Einsatzgruppen pour accompagner l'armée allemande. Ces groupes furent responsables de l'Intelligence Action et de l'opération Tannenberg, au cours desquelles des milliers de Polonais furent assassinés, y compris des intellectuels, des prêtres, des enseignants et des membres de la noblesse. On raconte que les victimes furent abattues alors qu'elles tentaient de s'échapper. Presque 1 an et demi plus tard, Heydrich transmit verbalement l'ordre de tuer les Juifs soviétiques à l'école SIPO-NCO de Przełęcz, où les commandants des Einsatzgruppen réorganisés étaient formés pour l'opération Barbarossa. Au printemps 1941, Heydrich et le premier intendant de la Wehrmacht-Heer, le général Eduard Wagner, achevèrent avec succès les négociations de coopération entre les Einsatzgruppen et l'armée allemande pour permettre la mise en œuvre des tâches spéciales. À la suite de l'accord Heydrich-Wagner du 28 avril de cette même année, le maréchal Walter von Brauchitsch ordonna que, dès le début de l'opération Barbarossa, tous les commandants de l'armée allemande identifient et enregistrent immédiatement tous les Juifs dans les zones occupées de l'Union soviétique et coopèrent pleinement avec les Einsatzgruppen. Dans le cadre de la tentative allemande de mener une guerre idéologique d'anéantissement en Union soviétique, Heydrich, en tant que chef de la Reichssicherheitshauptamt, ordonna aux commandants des Einsatzgruppen de tuer systématiquement les civils considérés comme des ennemis de l'Allemagne nazie. Les cibles de ces meurtres comprenaient les civils juifs, les tziganes roms, les officiers du Parti communiste soviétique et toute autre personne jugée politiquement ou racialement dangereuse. À mesure que l'armée allemande pénétrait en territoire soviétique, les Einsatzgruppen suivaient les troupes et procédaient à des opérations de massacre. Initialement, le personnel des Einsatzgruppen, assisté par des auxiliaires de police recrutés localement et d'autres unités des SS et de la police allemande, abattait principalement les hommes juifs. À la fin de juillet 1941, après le déploiement de nouvelles unités des SS et de la police en Union soviétique occupée, ces unités, y compris les Einsatzgruppen, commencèrent à anéantir des communautés juives entières, sans distinction entre hommes, femmes et enfants. 4 Einsatzgruppen de la taille d'un bataillon et plusieurs bataillons de police furent déployés à travers l'Union soviétique. L'Einsatzgruppe A avança depuis la Prusse orientale à travers la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie en direction de Leningrad. Ses membres massacrèrent les Juifs à Kovno, Riga et Vilna. L'Einsatzgruppe B partit de Varsovie, en Pologne occupée, et se déplaça vers la Biélorussie et Smolensk. L'Einsatzgruppe C avança depuis Cracovie, à travers l'ouest de l'Ukraine jusqu'à Kiev. L'Einsatzgruppe D se déplaça depuis la Roumanie à travers Odessa jusqu'au Caucase. En tout, les Einsatzgruppen et d'autres unités de police assassinèrent environ 1 million de Juifs en Union soviétique au cours de ces 2 années, à partir de 1941.
Heydrich joua un rôle crucial dans la création, l'organisation et la direction de ces groupes de meurtres de masse, contribuant de manière significative à l'Holocauste. Sous sa direction, les Einsatzgruppen devinrent non seulement des machines à tuer efficaces, mais aussi le symbole de l'application la plus extrême de l'idéologie nazie. Heydrich ne laissait rien au hasard. Chaque détail des opérations des Einsatzgruppen était méticuleusement planifié et exécuté avec une précision mortelle. Les rapports détaillés envoyés à Berlin enregistraient le nombre de morts, les localités des massacres et les raisons derrière chaque assassinat. Les hommes sous ses ordres n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient soigneusement sélectionnés pour être les instruments de sa volonté, chacun étant une extension de sa haine et de son désir de pureté raciale. Ces hommes, endurcis et impitoyables, n'avaient pas besoin de motivation supplémentaire. Leur foi aveugle en l'idéologie nazie et leur obéissance incontestée à Heydrich étaient suffisantes. Les opérations des Einsatzgruppen eurent un impact dévastateur sur les communautés juives de l'Union soviétique. Village après village, les populations furent anéanties et les rares survivants furent confrontés à une vie de peur constante et de persécution. Les techniques variaient, mais le résultat était toujours le même: l'élimination systématique de larges groupes de personnes. Les fusillades de masse étaient la tactique la plus courante, mais des méthodes plus efficaces étaient également utilisées, comme l'utilisation de camions à gaz, où les victimes étaient asphyxiées pendant leur transport vers des lieux éloignés pour être enterrées. Les fosses communes, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient enterrés, devinrent des témoins silencieux de la brutalité de la guerre. Heydrich supervisait personnellement les opérations, s'assurant qu'il n'y avait aucune déviation de son objectif final, l'élimination complète de toute résistance à la domination nazie. Destruction sous la Lune. Comment un télégramme a déclenché la Kristallnacht? La nuit du 9 novembre 1938, un spectacle dégradant s'est déroulé sous la lumière de la Lune, orchestré par les plus hauts dignitaires du parti nazi. Reinhard Heydrich lui-même, chef de la police de sécurité, se pavanait dans son rôle de marionnettiste sinistre, s'assurant que tout se passait comme prévu. L'étincelle qui a allumé le feu a été l'assassinat d'Ernst vom Rath, un fonctionnaire de l'ambassade allemande à Paris, par un jeune juif polonais, Herschel Greenspan. Le pauvre Greenspan, désespéré par l'expulsion récente de sa famille et de milliers d'autres juifs polonais d'Allemagne, décida de faire quelque chose de drastique. Il se planta devant vom Rath et lui tira dessus. Face à cette situation, Joseph Goebbels, le maître de la propagande, ne perdit pas de temps pour attiser les flammes de la haine avec un discours plus venimeux que des paroles. Avec une rhétorique incendiaire, il prépara le terrain pour ceux qui allaient suivre. Les SA et la jeunesse hitlérienne, toujours prêts pour une bonne séance de vandalisme, se lancèrent à l'action. Habillés en civil, bien sûr, pour que cela ressemble à un soulèvement populaire spontané. À 1h20 du matin, le 10 novembre, Heydrich envoya un télégramme. Les instructions du document étaient claires. Celui-ci disait textuellement, entre autres, « Seules des actions qui ne mettent pas en danger la vie ou les biens des Allemands peuvent être entreprises. » Par exemple, brûler des synagogues seulement s'il n'y a aucun risque d'incendie dans les environs. Les magasins et résidences juifs peuvent être détruits, mais non pillés. La police a pour instruction de veiller à l'application de cette ordonnance et d'arrêter les pillards. Dans les rues commerçantes, il faut veiller tout particulièrement à que les commerces non juifs soient entièrement protégés contre les dommages. Les citoyens étrangers, même s'ils sont juifs, ne doivent pas être dérangés. Dès que le cours des événements de cette nuit permettra que les agents de police assignés puissent être utilisés à cette fin, autant de juifs que possible, en particulier les juifs riches, seront arrêtés dans tous les districts et logés dans les centres de détention existants. Pour l'instant, seuls les juifs mâles en bonne santé et dont l'âge n'est pas trop avancé seront arrêtés. Immédiatement après l'arrestation, les camps de concentration appropriés devront être contactés pour placer les juifs dans les camps aussi rapidement que possible. Il faudra veiller tout particulièrement à que les juifs arrêtés en vertu de cette instruction ne soient pas maltraités. Signé Reinhard Heydrich, général de division des SS, chef de la police de sécurité nazie. Tout devait être fait avec la précision d'un horloger suisse.
l'efficacité allemande au service de la haine. Et bien sûr, il devait récupérer les archives des communautés juives avant de détruire les synagogues. Car même en plein chaos, la bureaucratie doit continuer. Les rues se remplirent de bris de verre, donnant naissance au nom « Nuit de cristal ». Environ 1400 temples brûlèrent cette nuit-là, tandis que les commerces juifs étaient dévastés, avec une efficacité qui aurait fait rougir un pillard viking. Mais il ne s'agissait pas seulement de tout casser. Les Juifs furent battus, humiliés et assassinés. Environ 30 000 d'entre eux furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Le régime nazi tenta de vendre la Kristallnacht comme une réaction spontanée du peuple allemand à la mort de Womrath. Comme si des millions de personnes s'étaient réveillées ce matin-là en pensant « Aujourd'hui est un bon jour pour un pogrom ». Mais la planification et la coordination derrière les attaques prouvaient le contraire. Une opération aussi méticuleuse ne pouvait être orchestrée que par un gouvernement qui avait déclaré le peuple juif comme son ennemi. Le gouvernement imposa une amende d'1 million de marks à la communauté juive pour couvrir les dégâts causés. Oui, les mêmes juifs qui avaient été attaqués et dont les biens avaient été détruits devaient maintenant payer pour cela. Cet événement marqua un tournant dans la politique du régime nazi. Jusqu'alors, les mesures antisémites avaient été plus subtiles, axées sur l'exclusion économique et sociale. Mais la Kristallnacht fut un saut vers la violence physique et la persécution ouverte. La communauté juive était dévastée. Beaucoup cherchèrent désespérément des moyens de fuir l'Allemagne, bien que les portes du monde se refermaient rapidement devant eux. Les camps de réfugiés se remplirent, mais il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Le monde regardait, certains avec horreur, d'autres avec indifférence, et quelques-uns avec une approbation silencieuse. Le pogrom ne dévasta pas seulement les communautés juives, il impacta également la perception internationale du régime nazi. Bien qu'il y eût des condamnations limitées de la part des gouvernements étrangers, la brutalité de la Kristallnacht fit que certains reconsidérèrent leurs relations avec l'Allemagne. Cependant, l'absence de réponse significative de la part des puissances occidentales fut un feu vert pour que les nazis poursuivent leurs politiques antisémites. La passivité de nombreux citoyens allemands fut également remarquée. Beaucoup voyaient les attaques comme une manifestation d'un sentiment populaire. De la coopération internationale à la terreur nazie, l'Interpol devenu instrument du Troisième Reich. Depuis sa fondation en 1923, la Commission internationale de police criminelle, connue sous le nom de CIPC, a été créée avec le noble objectif de faciliter la coopération internationale en matière de police, en se concentrant principalement sur la lutte contre la criminalité transnationale. Mais avec l'ascension de l'Allemagne nazie, la mission et les opérations de l'organisation ont radicalement changé. Après l'Anschluss en 1938, lorsque l'Autriche a été annexée par l'Allemagne nazie, la CIPC est passée sous contrôle nazi direct. Le siège de l'organisation a été transféré à Berlin et sa direction a été remplacée par de hauts fonctionnaires des SS. Reinhard Heydrich a été nommé président de l'organisation le 24 août 1940. Avant lui, elle avait également été dirigée par un membre du Parti national-socialiste, Otto Steinhäusl. Sous sa direction, l'organisation est devenue un outil de propagande et de répression nazie, se concentrant sur les priorités du régime plutôt que sur sa mission originale de coopération policière internationale. Sous sa direction, la CIPC a été intégrée dans le cadre plus large de la Reichssicherheitshauptamt, qu'il dirigeait également. Cette intégration a permis une structure de commandement plus centralisée et efficace, où la CIPC a pu se coordonner étroitement avec la Gestapo et d'autres agences de sécurité nazies. La gestion de Heydrich a transformé la CIPC en une organisation qui soutenait les objectifs du régime nazi. L'accent a été déplacé de la lutte contre la criminalité internationale à l'identification et à la poursuite des opposants politiques, des juifs et d'autres groupes marginalisés. Cela a facilité l'échange d'informations sur ces groupes entre les États membres, faisant effectivement de la CIPC un instrument de terreur d'État sponsorisé par le régime, maintenant à l'échelle internationale. Premièrement, la collaboration internationale incluait l'échange d'informations.
la CIPC est devenue un canal pour partager des renseignements sur les dissidents politiques et les activités criminelles qui coïncidaient avec les intérêts nazis. L'organisation fournissait aux États membres des informations sur les individus jugés indésirables par le régime. Deuxièmement, elle a facilité la coordination des arrestations. La CIPC a coordonné avec la Gestapo et d'autres forces de police pour exécuter des arrestations et des déportations. Cette collaboration a été particulièrement évidente dans la rafle systématique des Juifs à travers l'Europe, où les bases de données de l'organisation ont été utilisées pour identifier et localiser les cibles. Troisièmement, et le plus important pour les objectifs du Troisième Reich, il y avait les opérations internationales. Complètement alignée avec l'administration d'Hitler, la CIPC a facilité l'extradition des dissidents politiques et des criminels vers l'Allemagne nazie. Cela incluait l'arrestation d'individus dans des pays neutres qui s'opposaient au régime, les conduisant souvent à leur déportation et persécution. Pendant la guerre, ces activités ont stagné à mesure que de nombreux pays membres retiraient leur soutien en raison de l'alignement de l'organisation avec les politiques nazies. L'accent mis sur la répression politique a éclipsé les objectifs originaux de coopération internationale contre la criminalité. À la fin de la guerre, la CIPC était devenue largement inefficace en tant qu'organisme d'application de la loi, servant principalement les intérêts du régime nazi. La direction de Heydrich et la participation de hauts fonctionnaires des SS, tels qu'Arthur Nebe et Ernst Kaltenbrunner, qui lui succédèrent à la tête de l'espace multilatéral, ont encore renforcé le rôle de l'organisation dans l'appareil de sécurité nazi. Ces individus étaient responsables de la mise en œuvre de politiques qui ont facilité l'Holocauste et la persécution des opposants politiques. Leur contrôle sur l'organisation garantissait qu'elle fonctionnait comme une extension des SS plutôt que comme une organisation policière indépendante. Après la Seconde Guerre mondiale, la CIPC a été rétablie sous le nom d'Organisation internationale de police criminelle Interpol, avec un nouvel accent sur la coopération internationale et la lutte contre la criminalité. Cependant, l'héritage de ces activités pendant la guerre a continué d'affecter sa réputation et ses opérations pendant plusieurs années. Invasion de la Tchécoslovaquie, répression culturelle et terreur nazie. Les racines de l'occupation nazie de la Tchécoslovaquie remontent à l'accord de Munich de septembre 1938, où la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie ont convenu de céder les Sudètes, une région frontalière de la Tchécoslovaquie avec une population allemande significative, à l'Allemagne nazie. Cette concession a été faite sous le prétexte d'éviter une guerre, mais elle n'a fait qu'encourager Hitler et affaiblir les défenses tchèques. Les Sudètes ont été officiellement annexés le 1er octobre 1938, démantelant les fortifications frontalières de la Tchécoslovaquie et laissant le pays vulnérable. Le 15 mars 1939, Hitler a violé l'accord de Munich en envahissant les parties restantes de la Tchécoslovaquie, en particulier les provinces tchèques de Bohême et de Moravie. L'invasion fut rapide et rencontra peu de résistance, car le gouvernement tchèque avait déjà été déstabilisé par les concessions précédentes. Ce territoire fut considéré comme stratégique pour l'effort de guerre allemand, son administration étant confiée à des dirigeants nazis qui mirent en œuvre des politiques de répression et de germanisation. Après l'invasion, Hitler déclara la création du protectorat de Bohême et de Moravie, avec une administration allemande exerçant un contrôle direct sur la région. Le protectorat fut établi en tant qu'État fantoche, qui maintenait apparemment une apparence de gouvernement local. Emil Hácha, le dernier président de la Tchécoslovaquie, fut contraint de signer la perte de l'indépendance du pays lors d'une réunion avec Hitler à Berlin. Il fut nommé chef d'État nominal avec le titre de président de l'État, mais ses pouvoirs étaient sévèrement limités. La véritable autorité était entre les mains du protecteur du Reich, qui agissait en tant que représentant de Hitler. Initialement, Konstantin von Neurath a servi comme protecteur du Reich, mais en septembre 1941, il fut remplacé par Reinhard Heydrich. Sous la direction de Heydrich, le protectorat devint un site de répression et de persécution intensive, notamment contre les Juifs et les dissidents politiques. Dès le début de son mandat, il prit des mesures drastiques pour éliminer toute forme d'expression culturelle qui pourrait défier l'idéologie nazie.
Toutes les organisations culturelles et sportives tchèques furent interdites et les activités des institutions éducatives et artistiques furent supprimées. L'objectif était de dépouiller la population tchèque de son identité culturelle et de promouvoir une culture allemande alignée sur les valeurs du Troisième Reich. La répression culturelle inclut la censure de la presse et de la littérature, où tout contenu considéré comme subversif ou promouvant le nationalisme tchèque fut strictement contrôlé. Les bibliothèques furent fouillées et de nombreux livres furent détruits ou interdits. Cette politique de censure s'étendit aux médias, où une narrative glorifiant l'Allemagne et diabolisant les Tchèques et d'autres nationalités fut imposée. Son administration se caractérisait par des méthodes impitoyables. La répression politique se concentra sur différentes visions opposées, notamment communistes et nationalistes. La Gestapo, sous son commandement, menait une surveillance intensive, des arrestations et des exécutions de ceux considérés comme des menaces pour le régime nazi. La population juive dans le protectorat de Bohême et de Moravie fut particulièrement affectée par les politiques de Heydrich. Ces politiques ne se limitèrent pas à la répression physique, mais incluaient également un effort systématique pour dépouiller les Juifs de leurs droits et de leurs biens. Des lois furent mises en place pour restreindre leur participation à la vie économique et sociale, entraînant la ruine de nombreuses familles juives. En octobre et novembre 1941, des procès sommaires furent menés dans des tribunaux spéciaux, aboutissant à la condamnation à mort de 342 personnes, tandis que des milliers d'autres furent arrêtés et remises à la Gestapo. En novembre de la même année, Heydrich ordonna la création du ghetto de Theresienstadt, qui servit de camp de transit pour les Juifs déportés vers les camps d'extermination. Theresienstadt, sous son administration, devint une façade de propagande pour tromper le monde sur le véritable sort des Juifs déportés. Alors que les trains emportaient des milliers de personnes à leur mort, le régime nazi présentait Theresienstadt comme un modèle de colonie. En 1930, il y avait environ 118 000 Juifs dans la région, mais la plupart furent déportés vers les camps d'extermination. Non satisfait de la répression politique et de la persécution des Juifs, Heydrich chercha également à contrôler la vie quotidienne des Tchèques. Il offrit des incitations économiques aux travailleurs tchèques pour encourager leur collaboration avec le régime nazi, comme des salaires équivalents à ceux des Allemands. Cependant, cela ne signifiait pas une amélioration de leurs conditions de vie, car la plupart des politiques étaient conçus pour bénéficier à l'Allemagne nazie et à son effort de guerre. La répression s'étendait à toutes les sphères de la vie sociale. Heydrich ne laissait aucun aspect sans surveillance. Son administration était obsédée par le contrôle total, utilisant à la fois la peur et la manipulation pour maintenir la subordination de la population. L'apparente normalité de la vie quotidienne cachait une machine d'oppression qui surveillait et punissait toute déviation de la ligne nazie. Malgré cet environnement oppressif, des mouvements de résistance émergèrent en Tchécoslovaquie. Divers groupes, y compris le Parti communiste et des organisations nationalistes, menèrent des actes de sabotage et de subversion. Le terrorisme décrété. Comment Heydrich a utilisé les décrets de nuit et brouillard? Heydrich a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre des décrets de nuit et brouillard, cette politique nazie conçue pour éliminer toute âme, osant s'opposer au régime dans les territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis et leur amour des décrets, ceux-ci, en particulier, signés par Adolf Hitler en décembre 1941, ont donné à Heydrich, en tant que chef de l'office principal de la sécurité du Reich, un pouvoir presque illimité pour gérer la résistance. Tout a commencé lorsque, à l'été 1941, un grand nombre de troupes allemandes décidèrent que l'occupation de la France n'était plus suffisamment excitante et partirent envahir l'Union soviétique. Ce mouvement militaire soudain provoqua une explosion d'activités de résistance communiste dans toute l'Europe occupée, y compris bien sûr en France. En conséquence, les vaillants soldats de la résistance intensifièrent leurs efforts, principalement dirigés contre les unités d'occupation, et les actes de sabotage devinrent l'activité préférée de beaucoup. Les lignes de communication allemandes commencèrent à s'effondrer grâce à ces intrépides saboteurs. La contre-intelligence allemande redoubla d'efforts
et captura un grand nombre de membres de la résistance et de saboteurs. Mais cela signifiait davantage de procès devant des tribunaux militaires déjà surchargés. Hitler, voyant la situation, considéra que le système de justice militaire était une gêne inutile et trop indulgente. Il décida qu'il était temps d'abandonner les jeux de justice pour passer à l'intimidation pure et simple. Le maréchal Wilhelm Keitel objecta qu'il n'était pas pratique de condamner à mort tous les résistants potentiels. De plus, il souligna que les tribunaux militaires refuseraient de coopérer. Mais en décembre de cette même année, Hitler signa les décrets de nuit et brouillard, accordant à Heydrich et à la Reichssicherheitshauptamt de vastes pouvoirs pour gérer la résistance dans les territoires occupés. Le décret remplaçait la politique précédente de longues peines de prison, de rééducation et de prise d'otages. Désormais, les autorités allemandes pouvaient kidnapper ceux qui mettaient en danger la sécurité allemande pendant la nuit, en veillant à ceux qu'ils disparaissent sans laisser de traces. À ce stade, pour le gouvernement national-socialiste, arrêter et tuer des gens en secret était un acte de justice. Sous la direction de Heydrich, la Reichssicherheitshauptamt a mis en œuvre ces décrets de manière systématique. Les suspects étaient arrêtés en pleine nuit, transportés dans des camps de concentration et torturés pour obtenir toute information sur la résistance. Et bien sûr, de nombreux prisonniers disparaissaient simplement sans laisser de traces. L'efficacité nazie à son apogée. Les autorités appliquèrent ce décret principalement en Europe occidentale occupée, Belgique, France, Luxembourg, Norvège, Danemark et Pays-Bas. Heydrich ordonna également que les prisonniers soient transférés en Allemagne, où ils étaient jugés par des tribunaux spéciaux. Ce procès, s'ils peuvent être appelés ainsi, était de simple formalité. La plupart des accusés étaient condamnés à mort ou à de longues peines de prison. Ceux qui n'étaient pas condamnés à mort et parvenaient à terminer leur peine étaient envoyés directement dans des camps de concentration, généralement à Gross-Rosen et Natzweiler-Struthof. Là-bas, ils portaient des vestes marquées de l'acronyme NN pour identifier leur statut spécial de prisonnier, Nacht und Nebel. Les décrets de nuit et brouillard eurent un impact dévastateur sur la résistance dans les territoires occupés. La peur de la disparition et de la torture dissuada beaucoup de participer à des activités d'opposition. Sous son commandement, la Reichssicherheitshauptamt utilisa également les décrets pour éliminer les Juifs des territoires occupés. De nombreux prisonniers juifs furent déportés vers des camps d'extermination, où, bien sûr, ils furent assassinés. La mise en œuvre des décrets de nuit et brouillard ne passa pas inaperçue sur la scène internationale. En 1942, le gouvernement néerlandais protesta contre le traitement réservé aux prisonniers néerlandais sous CS décret. Mais, comme on pouvait s'y attendre, l'absence de réponse ferme de la part des puissances alliées ne fit qu'encourager Heydrich et le régime nazi à poursuivre leur politique de terreur. L'Holocauste bureaucratisé, comment Wannsee a formalisé le génocide? Le 20 janvier 1942, dans une villa au bord du lac de Wannsee à Berlin, se déroula une réunion qui, sans aucun doute, devint un événement dévastateur pour des millions de personnes. Ce fut la conférence de Wannsee, une démonstration palpable de la bureaucratie meurtrière que Reinhard Heydrich et ses acolytes manipulaient avec la précision d'une machine à distribuer la mort. Cet événement ne fut pas le point de départ de la politique d'extermination. Plutôt, il formalisa une barbarie déjà en cours, un carnaval macabre de délégués de la mort. Heydrich, avec son air de supériorité, se chargea d'ouvrir l'événement. L'incongruité du lieu avec l'ordre du jour était plus qu'évidente. L'événement réunit 15 hauts fonctionnaires du régime nazi, chacun avec sa propre touche de cruauté calculée, pour coordonner la mise en œuvre de la « solution finale ». Avec une froideur qui ferait paraître un iceberg plus chaud que le soleil, Heydrich, le second en commandement des SS, présenta un discours équivalent à une recette pour l'annihilation massive. Il assura que l'élimination des Juifs n'était pas seulement nécessaire, mais inévitable, comme s'il parlait de tailler un jardin plutôt que d'exterminer une race entière. Depuis le début de la guerre, et surtout après l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, les Einsatzgruppen faisaient leur part pour nettoyer les territoires occupés, remplissant leur rôle de bourreaux itinérants. Les rapports parlaient déjà de centaines de milliers de Juifs assassinés,
ce qui rendit plus clair que jamais la nécessité d'une solution plus efficace et structurée. La guerre battait son plein, et le régime nazi avait besoin de consolider son contrôle sur l'Europe, tout en étendant sa fantaisie de pureté raciale. Lors de la conférence, les participants discutèrent minutieusement des cibles de la solution finale. Ils discutèrent des catégories de juifs à exterminer, établissant des critères pour leur traitement. On parla de l'ascendance juive mixte et de la façon dont ces personnes seraient catégorisées comme indésirables. La bureaucratie du génocide était en pleine action. Le langage utilisé était délibérément euphémistique. Les Juifs ne seraient pas tués, ils seraient évacués vers l'Est, où, au lieu d'être utilisés comme main-d'œuvre ou réformés, ils finiraient dans des camps d'extermination. Les méthodes discutées étaient encore plus inquiétantes. Heydrich mentionna l'utilisation d'un instrument peu connu à l'époque, les chambres à gaz. Il s'agissait d'une technique qui n'avait pas encore été mise en œuvre à grande échelle. Parmi les participants figuraient des personnalités clés telles qu'Adolf Eichmann, le maître de la logistique des déportations, Heinrich Müller, chef de la Gestapo, et d'autres hauts fonctionnaires de diverses agences. Chacun reçut des instructions précises sur son rôle dans la mise en œuvre de la solution finale, garantissant que tous les départements du gouvernement seraient parfaitement synchronisés dans cet effort d'extermination. Heydrich, en réunissant ses fonctionnaires, s'assura que la solution finale ne soit pas seulement un acte massif de brutalité désorganisée, mais une opération méticuleusement planifiée et exécutée. Ce qui était le plus terrifiant dans la conférence n'était pas la discussion elle-même, mais le fait qu'il n'y eut pas une seule voix d'opposition. L'absence d'objection montra une acceptation générale de l'idéologie antisémite et une profonde déshumanisation. Les Juifs n'étaient pas perçus comme des êtres humains, mais comme un obstacle à éliminer avec la même indifférence que l'on pourrait avoir en se débarrassant de vieilles chaussures. Une fois la conférence terminée, on passa à l'exécution des plans discutés. Les décisions se transformèrent en actions et des milliers de Juifs furent déportés des ghettos de toute l'Europe vers des camps d'extermination en Pologne, tels que Auschwitz, Treblinka et Sobibor. La conférence de Wannsee formalisa le génocide à grande échelle et établit un cadre administratif si efficace qu'il aurait pu faire la fierté de n'importe quelle entreprise multinationale. Les rapports envoyés à Berlin détaillaient avec précision le nombre de morts, les lieux des massacres et les raisons derrière chaque assassinat. Ce document reflétait également la mentalité bureaucratique avec laquelle Heydrich abordait la solution aux problèmes des ennemis du Reich. L'impact de la conférence de Wannsee sur les communautés juives d'Europe fut dévastateur. Village après village fut anéanti, les populations éliminées à une vitesse dépassant toutes les pires cauchemars. Les rares survivants vécurent dans un état de peur et de persécution constante, avec la réalité de la solution finale devenant une ombre omniprésente sur leur vie. Opération Anthroponde, la mort de Heydrich et la vengeance nazie. Reinhard Heydrich, un nazi qui semblait invincible, rencontra son destin le 27 mai 1942 à Prague, en Tchécoslovaquie. Avec l'arrivée de Jan Kubis et Joseph Gabčík à la fin de 1941, l'opération Anthropoïde commença. Ils s'installèrent clandestinement à Prague. Durant ces premiers mois, ils prirent contact avec la résistance. Ils planifièrent l'attentat. Lors de leur enquête, ils découvrirent que Heydrich se déplaçait sans précaution à travers la région. Il vivait dans un grand château et suivait chaque matin le même itinéraire à la même heure. Après quelques jours d'observation, ils remarquèrent que ce virage sur la route, qui obligeait le chauffeur à ralentir, était l'endroit idéal pour tenter de l'assassiner. Prague, 27 mai 1942. Dimanche matin. Un soleil doux frappe l'asphalte, la rue est animée. Des voitures passent, des gens marchent, les tramways commencent à se remplir. 3 hommes tentent de passer inaperçus. Ils sont indifférents au mouvement quotidien. Ils ne se préoccupent que de l'arrivée d'une voiture, mais la voiture se fait attendre. Cela n'était jamais arrivé au cours des mois précédents. Quelqu'un les aurait-il trahis? Armés d'une mitraillette Sten et d'une grenade anti-char modifiée, ils attendirent patiemment le moment opportun. Ce matin-là, Heydrich se déplaçait sans méfiance dans son cabriolet Mercedes 320, accompagné de son chauffeur, l'Oberscharführer SS Johannes Klein.
Les trois hommes s'impatientaient, pensaient à abandonner le plan, jusqu'à ce qu'ils voient apparaître au loin le cabriolet Mercedes. Il venait vite, mais cela n'avait pas d'importance. En s'approchant, il ralentirait. Un virage serré l'y obligerait. C'est pour cela qu'ils avaient choisi cet endroit. Le Mercedes est conduit par un chauffeur. À l'arrière, seul, se trouve Reinhard Heydrich, le Reichsprotektor de Bohême et Moravie. Son pouvoir et sa mégalomanie étaient tels qu'il ne jugeait pas nécessaire de se protéger. Il se sentait invincible. Il voyageait sans escorte, dans un cabriolet non blindé. Mais ce matin-là, il allait découvrir sa vulnérabilité. Lorsque la voiture ralentit pour prendre le virage, l'un des hommes se plaça devant elle, brandissant une arme qu'il pointa sur Heydrich. Il appuya sur la gâchette, mais le coup ne partit pas. L'arme était enrayée. Le nazi, quant à lui, dégaina la sienne. Il se leva et visa son agresseur. Mais au moment de descendre de la voiture, une détonation l'étourdit et le repoussa en arrière. Une grenade manqua sa cible, le siège arrière, mais tomba près de la roue droite. La voiture s'éleva dans les airs, moins d'une seconde, avant de retomber lourdement. Une fumée épaisse obscurcit la vue. Tout se passa de manière imprécise. On entendit un cri, le craquement des pas sur des éclats de verre. L'odeur de la poudre et du caoutchouc brûlé envahissait l'air. Le chauffeur se lança à la poursuite de l'un des assaillants. Heydrich sortit également de la voiture, arme en main. Il fit quelques pas, chancela et s'effondra. Il était blessé. Les attaquants prirent la fuite pour se réfugier. Ils s'enfuirent en croyant que la mission avait été un échec cuisant. Ils avaient vu Heydrich sortir de sa voiture et commencer à poursuivre. Ils avaient raté l'occasion de leur vie. L'arme enrayée, les nerfs, le manque de précision pour atteindre le siège arrière avec la grenade. Non seulement ils ne l'avaient pas tué, mais leur échec risquait d'empêcher d'autres tentatives, car les mesures de sécurité seraient renforcées. Ils devaient se cacher car les représailles seraient immédiates et fatales. On les pourchasserait, eux, leurs familles, leurs amis, et on tenterait de détruire la résistance tout en se vengeant sur les citoyens ordinaires. Mais Heydrich s'était effondré en sortant du cabriolet. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital, mais il refusa d'être opéré par des médecins de Prague. Il avait perdu confiance en les Tchèques. Il exigea que des spécialistes soient envoyés de Berlin. Les blessures n'étaient pas mortelles, mais elles étaient sérieuses. La rate était incrustée d'éclats, quelques côtes étaient fracturées et le diaphragme perforé. Mais le pire, ce qu'il n'avait pas anticipé, fut une infection généralisée qui l'envahit lentement. Dans les plaies, ils trouvèrent de longs poils. Ils crurent d'abord qu'il s'agissait d'une arme spéciale conçue pour empoisonner ou infecter la victime. Ils mirent du temps à comprendre qu'il s'agissait de crins de cheval provenant du rembourrage de l'élégante voiture. Les Anglais pouvaient être doublement fiers de l'attentat. Ils l'avaient financé et maintenaient le secret sur la découverte de la pénicilline. Le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich mourut dans un hôpital de Prague. 5 jours plus tard, ses funérailles se déroulèrent à Berlin. Ce fut un acte d'État. Tous les dignitaires nazis étaient présents. Le dernier orateur fut Hitler lui-même, visiblement très ému. Simultanément, dans cette Prague sous domination nazie, le climat n'était pas celui du deuil, mais bien de la vengeance. Les rafles se faisaient de maison en maison. Une énorme récompense fut offerte à quiconque fournirait des informations sur les responsables. Plus de 70 personnes furent assassinées en représailles au cours de ces premiers jours. Les Allemands devaient jongler avec un équilibre délicat. D'une part, ils voulèrent faire retentir un avertissement, instaurer plus de terreur dans la population et étancher leur soif de vengeance. Mais d'autre part, ils ne voulaient pas que le climat de bien-être et d'acceptation qui régnait jusque-là dans une grande partie de la société tchèque s'évapore. La radio diffusait une proclamation plusieurs fois par heure. Le 27 mai 1942, un attentat a été commis à Prague contre le Reichsprotektor Heydrich. Une récompense de 10 millions de couronnes est prévue pour l'arrestation des coupables. Quiconque hébergerait ces criminels leur fournirait de l'aide ou ne les dénoncerait pas en les connaissant sera fusillé avec toute sa famille. Le communiqué continuait en instaurant l'état de siège, interdisant toute réunion publique ou privée, et en réitérant que quiconque violerait ces dispositions serait immédiatement fusillé. Mais la vengeance des Allemands ne s'arrêta pas à ces 70 morts. Ils liquidèrent un village entier, l'Idis. Ils tuèrent tous les hommes, femmes et enfants. Et ils ne s'arrêtèrent pas là. La prochaine victime fut le village de Lesaki,
Tous les hommes du village furent fusillés et les femmes et enfants envoyés dans des camps de concentration. Au total, au cours de ces premières semaines, plus de 1300 personnes périrent en représailles à l'attentat contre Heydrich. Les responsables restaient introuvables. Ce assassinat, cette vengeance quasi chronique, visait à instaurer la peur, à provoquer des désertions et des dénonciations. Ils y parvinrent. Karel Kurda, qui avait participé à l'opération en soutenant les auteurs de l'attentat et qui connaissait leur cachette, les dénonça. Selon lui, il voulait simplement que le massacre cesse, que personne d'autre ne meure. Beaucoup soutiennent qu'il l'a fait uniquement pour la récompense. Le jour où il se présenta aux autorités, Kurda ne passa pas un bon moment. Il fut soumis à un intense interrogatoire. On le tortura, on le frappa, on le menaça de mort. Il voulait être sûr qu'il ne mentait pas, qu'il ne cachait aucune information. À l'aube du 18 juin, plus de 700 hommes des SS encerclèrent une église en périphérie de la ville. Il y eut des cris, des appels à la reddition et quelques coups de feu en guise de menace. Mais lorsque les soldats allemands tentèrent d'entrer pour capturer les Tchèques, ils furent accueillis par une rafale de tirs. Ce fut un combat terrible et inégal, 700 contre 7. Après 8 heures de combat, 21 soldats nazis étaient morts et plusieurs autres gravement blessés. On savait peu de choses sur ceux qui se trouvaient à l'intérieur, seulement qu'ils continuaient à résister, profitant du fait que l'église n'était pas facile à aborder. L'attaque s'intensifia. Soudain, les assaillants se rendirent compte que leurs tirs ne recevaient plus de réponse. Un long silence s'imposa. L'attente dura plus de 30 minutes, jusqu'à ce que certains osent entrer. Dans la nef centrale de l'église, ils trouvèrent 2 corps sans vie et un 3e qui se vidait de son sang. Ils fouillèrent, mais ne trouvèrent personne d'autre. Il leur était impossible de croire que ces 3 hommes leur avaient causé tant de problèmes. C'était impensable. Jusqu'à ce qu'un soldat découvre une crypte et une plaque de marbre coulissante. À peine avait-il passé la tête dans ce petit trou qu'une balle lui traversa le front. 4 résistants étaient encore vivants et déterminés à se battre. L'accès était limité, et chaque soldat qui parvenait à descendre était abattu. Il fallut penser à une autre tactique. Quelqu'un suggéra de faire exploser une partie du marbre qui couvrait la crypte pour agrandir l'accès. Après la détonation, à nouveau le silence. Mais lorsqu'ils tentèrent de descendre à nouveau, ils furent repoussés. Les Allemands tentèrent d'inonder la cachette, mais cela ne les fit pas sortir. Alors qu'ils élaborèrent de nouvelles stratégies pour accéder à la cachette, on entendit successivement 4 coups de feu provenant des profondeurs de la crypte. Secs et consécutifs. Ensuite, plus aucun bruit pendant un long moment. Les résistants tchèques étaient à court de munitions. Ils utilisèrent les 4 dernières balles pour se suicider et éviter de tomber vivants entre les mains des nazis. Karel Kurda reçut sa récompense. Ce fut une petite fortune, mais il n'en profita pas longtemps. En 1946, après la guerre, il fut fusillé après avoir été reconnu coupable de trahison. Presque comme s'il s'agissait d'un chef d'État, Reinhard Heydrich reçut une cérémonie spectaculaire en son honneur, telle que l'avait ordonné Adolf Hitler. Tout d'abord, une manifestation massive fut organisée à Prague, rassemblant plus d'1,5 million de personnes, avant que son cercueil ne soit transporté à bord d'un train avec une garde d'honneur des SS qui l'accompagna jusqu'à la chancellerie de Berlin. Enfin, il fut placé dans un corbillard qui parcourut les rues de la capitale au son de la marche de Siegfried, composée par Richard Wagner, avant d'être finalement enterré au cimetière d'Invalidenfriedhof. Reinhard Heydrich, l'un des nazis les plus intransigeants, l'un des plus féroces, fut le seul dignitaire d'Hitler à perdre la vie dans un attentat au cours de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, les restes d'Heydrich furent transférés dans une tombe sans nom. Comme pour les autres dignitaires nazis morts, les Alliés ne voulurent pas que leurs sépultures deviennent des lieux de culte et de pèlerinage pour les fanatiques nazis qui subsistaient et qui apparurent au fil des ans.